Monsieur Rabah Mekhazni, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Alors le droit syndical reconnu constitutionnellement, renforcé, toléré, respecté, nous sommes dans une nouvelle ère. Oui, nous sommes dans une Algérie nouvelle. Le droit syndical, les libertés syndicales ou le dialogue social, c'est un droit fondamental reconnu par la Constitution et ayant un ancrage par rapport à la norme internationale ratifiée par notre pays. Et il est placé au cœur de l'action du gouvernement. Donc le dialogue social, la large concertation à travers des dialogues avec les organisations syndicales des travailleurs et des employeurs sur les grands dossiers, donc un débat sur des grands dossiers qui concernent notamment les relations professionnelles, l'emploi, la sécurité sociale, la relance économique. Comme vous savez, madame, le dialogue social en Algérie, sur le plan juridique, est composé de plusieurs organes, institutions, commissions, organisations qui prennent ancrage de la Convention de 87, de l'Organisation internationale du travail, et dont les règles sont fixées et sont claires. Il y a des conditions, donc c'est la liberté syndicale, la négociation, la participation, et l'exercice du droit de grève. Alors, droit fondamental reconnu par la Constitution, c'est votre déclaration à l'instant, M. Mekhazni. Est-ce qu'on peut considérer partant de cela que les pratiques antérieures étaient en violation avec la loi? On n'a jamais respecté le droit syndical par le passé, M. Mekhazni. L'Algérie a ratifié les conventions internationales, elle a toujours œuvré pour la justice sociale, elle a toujours activé au sein des institutions internationales. Pour le renforcement des droits et des libertés syndicales. Ces allégations par rapport à ce dossier peuvent être attribuées à certaines personnes, à certains organismes, à certaines organisations non reconnues légalement et dont la justice les a déboutées. Et ces personnes affichent des tendances politiques opposées à l'Algérie nouvelle et donc à l'exercice des libertés syndicales, à l'exercice du droit syndical qui est reconnu et qui est renforcé par le gouvernement. Et la loi a toujours été respectée ou respectée conjoncturellement, Monsieur Mekhazni? Alors l'application de la loi est toujours respectée par le monde du travail. C'est vrai, il y a des dépassements dans certaines activités, ce qui est donc naturel dans toutes les entreprises. En termes de climat social, il y a toujours des pressions sur les syndicalistes, on le reconnaît, mais l'État a toujours veillé au contrôle de l'application de la loi, notamment la loi 90-14 relative aux modalités d'exercice du droit syndical, et elle a des institutions qui sont chargées de veiller à ce contrôle au respect des libertés syndicales, qui est l'inspection du travail. Mais certains considèrent qu'il n'y a jamais eu, il y a toujours eu abus dans l'application des dispositions légales. La preuve étant, les agréments ont été à un moment donné gelés. Alors, par rapport à ces allégations, je pense que c'est exagéré. Donc, l'Algérie a toujours affiché sa position par rapport à certains dossiers qui concernent la constitution d'organisations syndicales. Ces dossiers n'étaient pas conformes à la réglementation parce que les conditions légales de constitution d'un syndicat obéissent donc à des critères qui sont fixés par la loi 90-14 en termes de dispositions respectées par rapport au statut, par rapport à la statut des membres fondateurs. Comme vous savez, madame, la constitution d'un syndicat ou bien certaines procédures, c'est l'assemblée constituante des membres fondateurs et le statut qui est établi par ces membres fondateurs. Donc la procédure d'enregistrement des syndicats en Algérie, elle est conforme à la Convention internationale 87 et cette procédure, elle est une simple formalité. Il ne s'agit pas d'agrément, mais d'enregistrement. Donc il y a un traitement du dossier des organisations syndicales et au bout d'un délai de 30 jours maximal, il y a une réponse de l'administration par rapport au traitement de leur dossier, soit un récépissé, soit des réserves par rapport à leur statut de
de cette organisation syndicale. Mais il n'y a pas eu de refus de dossier de constitution de syndicat. Mais est-ce qu'on peut considérer, si partant de votre déclaration, que si maintenant la loi était respectée avec toute sa rigueur, pourquoi le seul interlocuteur légal et reconnu des pouvoirs publics était l'UJTA, alors que le multisyndicalisme est reconnu de par la loi? Écoutez, c'est un choix du gouvernement? Non, c'est pas un choix du gouvernement, c'est la réalité sur le terrain par rapport à la représentativité, parce que les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelle nationale qui touchent à tous les secteurs d'activité, et que donc le pluralisme syndical depuis la promulgation de la loi 90-11 a donné lieu à plusieurs organisations syndicales, mais ces organisations syndicales restent des organisations syndicales de base qui concernent des catégories socio-professionnelles, donc ils n'ont pas cette représentativité au niveau national. Par contre, le GTA historiquement connu, donc il a une base au niveau de tous les secteurs d'activité, et donc sur le plan représentativité, il garde cette place de plus représentatif. C'est ce qui justifie la présence unique et absolue de l'UJTA au niveau de toutes les bipartites et tripartites qu'a connu le pays. Mais il y a un travail qui se fait pour, premièrement, revoir certains critères de représentativité et certaines conditions pour la création des fédérations, d'unions et de confédérations, ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'amendement de la loi 90-14. Alors le droit syndical et les libertés syndicales, faut-il clarifier la différence entre les deux concepts? Alors le droit syndical, c'est un droit fondamental, et reconnu par les conventions internationales ratifiées par l'Algérie et par la Constitution. Il est confirmé dans la loi 90-11 et dans la loi 90-14. C'est un droit fondamental de tous les travailleurs salariés. Il est reconnu à tous les citoyens, bien sûr, mais dans le lieu de travail, c'est aux travailleurs salariés, que ce soit dans le secteur public, secteur économique ou bien dans la fonction publique. Alors, quand on dit liberté syndicale, ça sous-entend liberté d'exercer le droit de grève, liberté de se réunir, liberté de créer des structures syndicales au niveau des entreprises et défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs dans les deux secteurs, c'est la fonction publique et secteur économique. Et comment se présente aujourd'hui la cartographie syndicale? Les syndicats enregistrés avec l'émergence des syndicats autonomes, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en situation de domination par rapport à l'activité syndicale, où ils restent en situation inférieure par rapport à l'UJTA? Je me permets de vous donner quelques chiffres concernant le paysage syndical. Depuis 2018, il y avait 101 syndicats. Maintenant, on est à 138 syndicats, dont 91 organisations syndicales des travailleurs et 47 organisations patronales. Alors, dans les 91 organisations syndicales, 63 sont dans la fonction publique, ce qui représente un taux de 69%, et 28 dans le secteur économique, représentant un taux de 31%. Alors, dans la fonction publique, les syndicats sont concentrés dans deux secteurs importants, c'est l'éducation, avec 25 organisations syndicales, qui représentent les différentes catégories socio-professionnelles du secteur de l'éducation. Et vous avez également la santé, avec 19 organisations syndicales. Par contre, dans le secteur économique, dans les 28, on trouve 9 syndicats dans le secteur transport, et particulièrement dans le secteur de transport aérien. Par rapport aux confédérations, on a 5 confédérations, une fédération de patronale, mais ce qui est important de le dire, c'est que parmi les 138 organisations syndicales qui sont enregistrées par le ministère du Travail, on trouve 48 organisations syndicales inactives, dont 32 au niveau des organisations syndicales des travailleurs et 16 au niveau des organisations d'employeurs. Inactifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais activé, ou bien ils n'ont jamais communiqué leurs éléments qui permettent l'appréciation de leur représentativité syndicale, ce qui pose problème. Donc 39% des syndicats n'activent pas. Et là, le pouvoir public doit réfléchir donc à des mesures concernant ces syndicats.
Quelles mesures éventuelles? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont en infraction par rapport à la loi en vigueur? Ils doivent se mettre en conformité par rapport aux dispositions légales? S'il n'y a pas un exercice de droit syndical, s'il n'y a pas un renouvellement des instances syndicales ou d'administration, s'il n'y a pas d'activité syndicale, donc le ministère du Travail donc va envisager des mesures concernant ces syndicats. Le gel ou la dissolution de ces syndicats? Il y a syndicats? la suspension, donc jusqu'à un nouvel ordre. Bon, le gel ou la dissolution, c'est laissé bien sûr à l'autorité judiciaire. Ce n'est pas le ministère qui va geler, mais il y aura des rapports naturellement. Premièrement, première étape, on va essayer de contacter les membres fondateurs, aussi où est donc la situation de ces syndicats, et ensuite on verra quelles sont les mesures à prendre. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'appel pour se mettre en conformité qui avait été lancé par le ministère du Travail, ils ne se sont pas encore manifestés, ces 48? Bon, ils ne se sont pas manifestés, effectivement. Nous avons quand même essayé de les contacter. Donc il y a d'autres qui sont affiliés à d'autres organisations syndicales. Donc il y a plusieurs situations. Hein, mais on va essayer d'évaluer la question et de connaître la situation de chaque syndicat et de prendre des décisions qui s'imposent. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, à chacun des conflits sociaux, il y a aujourd'hui cette tendance à recourir à une grève inopinée sans respect des dispositions réglementaires. C'est la raison pour laquelle souvent ces grèves sont déboutées par voie judiciaire. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ce mouvement de grève, même si la grève elle est reconnue constitutionnellement et c'est un droit syndical qui peut être exercé par les travailleurs dans le cas où ils sont en situation ils sont lésés par rapport à leur droit. La grève, c'est un droit fondamental reconnu par l'article 71 de la Constitution et par la loi 90-02. C'est un droit reconnu, mais qui s'exerce dans le cadre de la loi. Donc les grévistes doivent respecter les procédures pour le recours à la grève. Ça, c'est important. Alors, ces dernières semaines, madame, vous avez constaté qu'il y a eu des débrayages, des mouvements de grève, notamment dans le secteur du transport, particulièrement dans l'Air Algérie. Le personnel commercial, navigant commercial algérien, et dans le secteur de l'éducation. Au niveau d'Air Algérie. Les enseignants du primaire. Et l'enseignement primaire. Pour Air Algérie, il y avait un débrayage le 17 février par le personnel navigant commercial, environ 1100 travailleurs qui ont donc déclenché une grève sans respect des procédures légales. Les revendications tournent autour de l'accord salarial qui n'a pas été respecté selon les déclarations des représentants travailleurs et sur la discrimination en matière de programmation des vols internationaux et question des conditions de travail et le calcul d'heures de vol. C'est des revendications légitimes. Mais il y avait un non et violation des procédures légales de recours à la grève. Et ce recours a amené l'entreprise à déposer une plainte au niveau du tribunal et demander par réquisition du tribunal d'Albera de l'évacuation des lieux de travail par les grévistes. Et il y a une reprise, c'était le 21, une reprise du travail, mais à l'exception de 200 personnes, dont 57 syndicalistes, qui feront l'objet de poursuites disciplinaires. Vous savez très bien, madame, que la grève, c'est un mouvement collectif de contestation et qui entraîne une cessation concertée du travail, mais dans le but de satisfaire les besoins sociaux professionnels, mais dans le cadre de la loi. Et le mouvement de grève doit respecter ces trois caractéristiques. Un mouvement de grève qui ne respecte pas ces trois caractéristiques, il n'est pas considéré comme une grève, et le personnel qui y participe feront l'objet de sanctions disciplinaires par l'organisme employeur.
Alors, Monsieur Rabah Mekhazni, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect qu'on a abordé dans la dernière question de l'invité de la rédaction pour la première partie. Vous avez parlé pour la conformité et le respect des dispositions légales pour le recours à la grève. Il faut respecter trois dispositions réglementaires, à savoir le respect de la procédure, une cessation d'activité concertée avec l'employeur et bien sûr les revendications. Dans le cas où ces trois dispositions ne sont pas respectées, avec bien sûr au préalable un préavis de grève, la grève est décrétée illégale. Effectivement, ouais. Effectivement, le tribunal peut qualifier la grève d'illégale sans respect des procédures légales en matière de recours à la grève. Comme vous savez, madame, le dossier de prévention des conflits, c'est un dossier sensible. Donc, il y a un travail au niveau du ministère du Travail pour anticiper ces conflits. Mais le recours à la grève oblige, bien sûr, à des procédures légales. Il y a tout d'abord la situation socio-professionnelle doit être discutée dans le cadre, bien sûr, des réunions périodiques entre les syndicats et l'employeur. Et donc, il y a des points qui sont inscrits dans les PV de réunion. En cas d'indifférent, donc les parties peuvent saisir l'inspection du travail, ce qu'on appelle la conciliation obligatoire, ce qui est le secteur économique, et peuvent saisir également l'autorité compétente pour ce qui est des administrations et institutions publiques, en présence bien sûr de l'inspection du travail et de l'autorité de la fonction publique. Maintenant, en cas d'échec de conciliation dans le secteur économique, sur toute ou partie de différents, l'inspecteur du travail dresse un procès verbal de non-conciliation et les parties peuvent recourir donc à la médiation et à l'arbitrage. On entend par médiation, c'est une procédure par laquelle les deux parties conviennent de soumettre leur conflit à un médiateur désigné en commun accord. Et ce médiateur va présenter des solutions aux deux parties en matière de leurs différends. Il y a une autre procédure, c'est l'arbitrage. Et là, on fait application des dispositions de 442 à 454 de la loi de Code de procédure civile. Et cette sentence, elle est obligatoire et s'impose aux parties. Alors avant de revenir avec vous sur les espaces de médiation et d'arbitrage, on va y revenir dans un petit moment. Que se passe-t-il dans le secteur de l'éducation avec les enseignants du cycle primaire? Alors, c'est la même situation. Donc, il y a eu des débrayages. D'ailleurs, ça a commencé à compter de la rentrée scolaire 2019 et 2020, au mois d'octobre. Et il y avait eu par la suite des débrayages de ce corps, donc des enseignants primaires. Je ne dirais pas que les revendications ne sont pas légitimes, mais le recours à la grève était non conforme à la loi. Je vous donne un petit exemple. Au mois d'octobre, il y avait 22 wilayas qui ont suivi la grève, mais le nombre de syndicalistes ou bien des travailleurs qui ont participé à cette grève, c'est à peu près 9500, soit un taux de 3,6%. Mais ce qu'on constate dans les secteurs soit de l'éducation, soit dans le secteur de transport, notamment le transport aérien, c'est que ces grèves viennent au moment où les deux secteurs entament la mise en œuvre de leur plan d'action. C'est issu du plan d'action du gouvernement. Et les deux débrayages, les deux grèves n'ont pas respecté, n'ont pas épuisé les procédures de règlement des conflits, n'ont pas résolu, les deux parties n'ont pas résolu leurs problèmes socio-professionnels et n'ont pas pris en considération l'intérêt du client ou de l'élève ou l'intérêt de l'entreprise et des employés. Vous laissez comprendre que ce sont des grèves manipulées, instrumentalisées à des fins politiques, M. Mekhazni? Il y aurait quand même des grèves manipulées. Alors justement, ces grèves ont été décrétées par la justice comme étant illégales. Le recours à la justice est considéré par certains syndicalistes comme étant instrumentalisé avec une justice aux ordres qui décrète automatiquement les grèves illégales. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question? Est-ce qu'on peut considérer que la justice décrète
de façon juste. La grève, c'est un acte important, hein, quand bien sûr, il est protégé, les grévistes sont protégés, mais le recours à la grève ne veut pas dire des abus, ne veut pas dire des entraves à la liberté du travail, de même en cas de violence, en cas de voie de fait, et cela donc, peut faire l'objet de condamnation pénale, et nonobstant, bien sûr, des mesures et de recours à la justice pour des dommages et intérêts, que ce soit pour l'employeur ou les non-grévistes. On peut parler des désagréments occasionnés, puisqu'on a parlé l'année dernière par rapport au nombre de grèves. On avait considéré que les journées de grève ont été supérieures aux journées travaillées et que ça a causé énormément de déficits, aussi bien pour les secteurs économiques que pour, bien sûr, la fonction publique, notamment en ce qui concerne la santé et l'éducation. Le service minimum n'avait pas été respecté. Bien sûr, le recours à la grève a des conséquences économiques et sociales, et notamment sur les besoins vitaux, sur la continuité du service public. Et ces recours, ils ont des conséquences même sur l'emploi, et bien sûr, il y a des retenues sur salaire, puisqu'il y a deux principes dans la loi, et dans la loi, notamment 0603 de la fonction, statut général de la fonction publique, également l'article 80 de la loi 90-11, donc la rémunération est versée en contrepartie d'un travail fourni, c'est un principe. C'est-à-dire le jour où vous ne travaillez pas, vous êtes en grève, vous n'êtes pas rémunéré. Bien sûr. Une journée non travaillée est une journée non rémunérée. Sans préjudice également des poursuites disciplinaires, s'il y a donc des dépassements et des violations de procédures en matière de recours à la grève. Pour votre information, madame, selon le bilan du service de l'inspection du travail pour le titre de l'année 2019, nous avons recensé 466 grèves, dont 5 grèves à caractère national, et qui ont concerné à peu près 314 000 travailleurs, et qui ont donc entraîné à peu près 266 journées de travail perdues. Donc, vous voyez, sur 365 jours. Oui. Et donc ça concernait beaucoup plus le secteur de l'éducation, la santé, la formation professionnelle et le commerce. Mais le service minimum est exigé seulement pour les secteurs névralgiques, à savoir l'éducation, la santé. Le service minimum, bien sûr, continue. Ou alors ça concerne toutes les grèves qui peuvent être déclenchées, que ce soit dans le secteur de la fonction publique ou dans le secteur économique. Le service minimum est obligatoire dans les activités dont l'interruption risque d'entraîner des conséquences néfastes sur les besoins vitaux de la population, sur l'économie. Et donc, il y a un service minimum obligatoire, notamment par rapport à certaines activités définies par la loi. Je vous donne l'exemple, le réseau de télécommunications, le réseau hospitalier, le réseau de production d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Alors, on va revenir sur la médiation et les instruments d'arbitrage. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui, avec la révision et la refonte de la Constitution, remettre en place des instances d'arbitrage au niveau de certaines institutions qui souffrent de recours qualifiés d'abusifs à la grève pour un règlement, c'est-à-dire serein, responsable des conflits au sein justement des administrations, qu'elles soient fonction publique ou secteur privé? Alors, la loi 90-02 relative au règlement. Oui, elle le prévoit, mais est-ce qu'il faudrait renforcer encore ces instances d'arbitrage? Premièrement, la loi renvoie à des mécanismes conventionnels de règlement, c'est-à-dire des médiations, de conciliation au niveau interne, au niveau des entreprises ou des organismes employeurs ou d'institutions. Et il y a des mécanismes externes, notamment la conciliation, la médiation, l'arbitrage, comme je vous ai expliqué. Mais il y a également le Conseil paritaire de la fonction publique, qui a donc un organe de conciliation en cas d'échec de conciliation au niveau des administrations, au niveau de l'autorité compétente. Le différend est soumis au Conseil paritaire de la fonction publique. Il y a également, la loi a prévu une procédure en matière d'arbitrage. C'est une procédure obligatoire, même si la grève est déclenchée. Et donc, le conflit est déféré devant la Commission nationale d'arbitrage, qui est présidée par un magistrat, et les membres sont représentés par les départements ministériels et des organisations des travailleurs et des employeurs. Et la sentence, elle est
exécutoire par le premier président de la Cour suprême. Alors, M. Rabah Mirkhazmi, des questions et des questions des auditeurs, beaucoup, sont nombreux ce matin, sur notre page Facebook, invité de la rédaction. Dans le cas, bien sûr, où il y a des dispositions nouvelles qui seront adoptées dans la nomenclature de la révision de la Constitution qui est en discussion avec les experts actuellement, est-ce que cela implique révision automatique du Code du travail? Exactement, bien sûr. Il est en préparation, le nouveau. Le nouveau Code du travail, il y a eu plusieurs moutures de projets, de l'avant-projet du Code du travail. Ce que je peux vous dire que, bien sûr, s'il y a une révision constitutionnelle, donc il y aura sûrement des dispositions pour renforcer les libertés syndicales, les libertés publiques, les droits d'expression, donc qui auront des conséquences sur le droit du travail. Et également, s'il y a donc des organes institués en matière de dialogue social, donc il y aura également des modifications de la législation du travail par rapport au dialogue social. Tout ce que je peux vous dire, qu'il y a un travail qui a été fait déjà par le ministère du Travail en matière d'amendement de la loi 90-14, qui est la loi cadre de l'exercice de la loi syndicale. Le Code du travail est en révision actuellement également au niveau du ministre du Travail. Déjà, on l'avait annoncé antérieurement. Oui. Il a été annoncé antérieurement, mais comme vous savez, le Code du travail, c'est un processus qui nécessite donc une consultation large avec tous les parties prenantes, et notamment la société civile, les autorités publiques, les organisations syndicales. Actuellement, nous avons actualisé cet avant-projet. Comme vous savez, il a été communiqué au BIT en 2015, et lors de la 108e session de la Conférence internationale de travail, et il nous a été demandé d'actualiser ce projet en prenant en considération toutes les réserves, toutes les observations de la commission d'experts. Et nous l'avons fait, et donc il sera soumis bien sûr à la consultation, une large consultation de tous les acteurs du monde du travail. Alors rapidement, les réserves qui vous ont été exprimées par le BIT? C'est surtout par rapport aux droits syndicaux, ils sont levés. Donc un amendement, un avant-projet qui a été finalisé, c'était au mois de juillet. Il a été soumis à large consultation aux organisations syndicales, à peu près 47 syndicats qui ont donc répondu favorablement à ces amendements. Globalement, les amendements portent sur la facilité pour la création de confédérations et des unions et des confédérations. Vous devez répondre, selon la réglementation, dans un délai ne dépassant pas les 3 mois. Par rapport à la conclusion des BIT? Non, par rapport à l'octroi des agréments ou des autorisations d'activer. Le délai légal prévu par la loi, c'est un délai de 30 jours pour la conformité du dossier. Donc tous les dossiers de toute façon sont examinés en conformité de la loi dans les délais légaux. Alors, question de l'auditeur, sachez madame que pour une grève, qu'elle soit légale, l'inspection de travail doit vous remettre un PV de non-conciliation, chose que jamais dans l'histoire des grèves n'a été faite par l'inspection de travail. Quel est le rôle de l'inspection de travail justement quand il y a des conflits? Alors, premièrement, la mission principale de l'inspection du travail, c'est le contrôle de l'état d'application de la loi. Mais elle est quasiment obsolète par rapport à l'environnement du travail actuel. Elle n'est pas très existante. Il y a un travail qui se fait. D'ailleurs, les deux que je vous ai donné, les deux exemples, il y a une intervention du service d'inspection du travail. Mais l'implication des services de l'inspection du travail ne suffit pas. Donc il faudrait développer une culture de dialogue entre les deux parties, c'est-à-dire les partenaires sociaux. Il faudrait instaurer des mécanismes pour prévenir des conflits. Et le rôle de l'inspection du travail, en dehors bien sûr de l'application de la loi, c'est le conseil, c'est l'information, c'est l'accompagnement, c'est l'encouragement des partenaires sociaux à la négociation collective et à la prévention des conflits. Est-ce qu'on peut interdire, par exemple, la création d'un syndicat dans n'importe quelle activité, qu'elle soit privée ou publique? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que certains établissements privés n'ont pas de syndicat et refusent catégoriquement cette option, comme par exemple, ils donnent la banque BNP. Alors, donc, si je vous ai donné le paysage syndical, vous avez constaté que la plupart des syndicats sont concentrés dans la fonction publique et dans certains secteurs publics économiques. Par contre, dans le secteur privé, il n'y a pas de représentation. Non, il n'y a pas de représentation syndicale. Mais s'il devait y avoir un regroupement de travailleurs qui souhaitent créer un syndicat, on peut l'interdire? Non, on ne peut pas l'interdire.
Et l'employeur est en infraction, et l'inspection du travail va poursuivre l'employeur pour entrave aux libertés syndicales. Il y a des sanctions pénales à l'encontre des employeurs. Mais c'est une affaire des travailleurs. Quand ils veulent se mobiliser pour constituer des organisations syndicales, c'est un droit fondamental. Alors, autre question, par exemple, justement par rapport à cet aspect-là, des travailleurs dans le secteur du privé, est-ce qu'on peut considérer qu'ils auraient pu être aussi des accompagnateurs dans le processus de médiation pour une sortie de crise, notamment pour certaines entreprises privées dont les patrons sont incarcérés actuellement, même s'ils n'ont pas encore été définitivement condamnés? La loi, mais on leur a refusé d'avoir des représentations, et vous le savez très bien, M. Merkhazmi. S'il y a des requêtes dans ce sens, ils n'ont qu'à être déposés au niveau du service d'inspection du travail. La loi le patron vous dit, je suis patron de mon entreprise, comment on peut me créer un syndicat? C'est un droit fondamental et constitutionnel. Il doit l'appliquer. Et qui n'est pas appliqué. Et doit être appliqué. Et qui n'a pas été appliqué. Et s'il y a une plainte dans ce sens, les services d'inspection du travail vont réagir. Et la loi permet, même s'il n'y a pas d'organisation syndicale enregistrée au niveau des entreprises, permet aux travailleurs d'élire leurs propres représentants pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. On a le droit de créer des syndicats même au niveau des multinationales? Oui, bien sûr. Toutes les entreprises sont soumises aux mêmes conditions applicables aux autres entreprises, que ce soit publiques ou privées. Alors, multinationale, ce qui s'est produit dernièrement avec l'entreprise de téléphonie mobile privée Ooredoo, son patron a été reconduit et expulsé du pays, Mali Militari, sous prétexte qu'il allait licencier pratiquement l'équivalent de 900 employés dans ce type de situation. Oui. Vous intervenez également pour protéger l'emploi, le cahier de charge consigné et signé par les partenaires étrangers. Ils ne peuvent pas abuser. La compression d'effectifs, ou bien il y a des procédures. C'est vrai qu'ils ont des salaires faramineux. Mais ça n'empêche que l'employeur doit respecter la législation en vigueur. Et on est là, en tant que ministère, pour veiller au strict respect de la législation du travail. L'employeur, il est tenu d'ouvrir des négociations avec le partenaire social. Il y aurait donc une conclusion d'un volet social pour revoir les mesures pour préserver premièrement l'emploi, et par la suite voir quelles sont les mesures pour la compression d'effectifs, mais dans le cadre de la loi. En dehors de ce cadre, l'employeur est en infraction et sera poursuivi pénalement. Même pour les salaires faramineux que s'octroient justement les... Bon, les salaires, comme vous savez, les expatriés. Ils s'appuient sur un principe de loi qui est la négociation collective. Mais qui cache une surfacturation et des transferts. Oui, il y a des dépassements en matière de rémunération de certains expatriés. C'est des transferts. Des transferts illicites des salaires, et les services d'inspection du travail ont renforcé les actions de contrôle, notamment dans les entreprises pétrolières et étrangères, notamment dans le sud du pays. Mais les salaires sont déclarés au niveau du ministère du Travail et rien n'a été fait justement pour débusquer un peu ces transferts. Autre question de l'auditeur qui vous dit, certains ont profité du mouvement populaire pour se déclarer syndicat et alors qu'ils n'ont pas de représentativité. Comment vous qualifiez cela? Une sorte d'opportunisme, c'est la question que vous pose cet auditeur. Bon, la constitution des syndicats ou bien des conditions, c'est pas en participant au mouvement de Hirak que vous allez donc proclamer des syndicats, non. C'est premièrement le champ d'intervention des syndicats, il est limité. C'est un champ professionnel. Défendre les intérêts de travailleurs, ne pas faire de la politique, ou faire les deux à la fois, on peut le faire. Ne pas faire la politique, doit être indépendant des organisations à caractère politique. Il ne doit pas recevoir ni de subventions, ni d'assistance des organisations syndicales. C'est là, c'est de la différence entre un mouvement politique et un mouvement syndical. Monsieur Rabah Merkhazmi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.